n'enregistre pas pour l'instant. Donc voilà, je pense ça qui est égal à ça qui est égal à ça, et j'obtiens après la relation que j'obtiens. Donc alors, c'est bon, c'est bon. Ce truc-là, il apparaît où? Pourquoi on s'est intéressé à la section efficace de collision? Parce que donc ça, c'est une relation qui est importante. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que je vous fais comme bêtise, là? Je vais le faire en jaune. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette relation? Alors, déjà, on va regarder en termes de processus. Simplement, vous regardez ici. Donc, ça, c'est un processus qui vous donne P1, P2, donc qui arrive comme ça. Vous avez ici P2. Ils sont éjectés ici en P'1 et ici P'2. D'accord? Alors maintenant, ce qu'il vous dit simplement, c'est que si maintenant vous avez un processus comme ça, donc avec P'2, alors forcément P'2 arrive en haut, maintenant il ne peut pas arriver en bas, sinon ça ne marche pas. Vous avez ici P'1, vous ressortez ici en P2, puis ici P1. Ces deux processus-là, ils ont la même surface de collision. Ils ont la même surface efficace de collision. Alors ça, c'est très important parce que ça veut dire que si vous regardez ces processus-là, vous voyez que la surface efficace de collision, finalement, c'est un truc qui vous introduit pas d'irréversibilité. C'est ce qu'on appelle fondamentalement, enfin ça annonce ce qu'on appelle de la micro-réversibilité. Ça veut dire qu'un processus, son processus inverse sont aussi probables. Donc c'est pas là que j'introduis l'irréversibilité. C'est dans d'autres processus plus tard où on va voir que quand on va échanger de l'énergie, on va introduire l'irréversibilité. Et ce processus-là est complètement réversible. Donc ça, on va s'en servir. Donc c'est pas ça, c'est pas au niveau de la surface efficace que ça devient irréversible. C'est dans d'autres choses. Donc on va voir où c'est qu'on devient irréversible. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, à partir de ça, établir les équations du transport. Donc je vous rappelle la démarche quand même. Là, il va intervenir, c'est le noyau, si vous voulez, qui va nous dire les deux trucs qui rentrent et les deux trucs qui sortent. C'est relié par cette surface efficace de collision. Donc on a besoin de la connaître, et on a besoin d'avoir ses propriétés de symétrie. D'accord ? Maintenant, on va réintégrer ça dans un problème global de particules qui arrivent, qui ressortent. Maintenant, on connaît le noyau, et on va regarder le avant, le après, qui est relié par ce truc au milieu. D'accord ? Donc on va réintégrer ça dans un problème global de compter ce qui rentre et ce qui sort. Okay. Donc, on a la brique du milieu, on va remettre ça dans une brique totale. Et ça va nous amener à ce qui nous intéresse plus nous, c'est-à-dire les équations de transport. Alors, revenons au tout départ de l'action. Donc ça, on le met de côté, les sigmas qu'on a calculés, on les met de côté. En fait, le plus important, c'est ça. Le reste, on peut l'oublier. Maintenant, ce qu'on a établi, c'est ce résultat-là. C'est celui-là qui va nous intéresser dans la suite. Bien, donc je vous rappelle l'équation de Boltzmann qu'on avait. L'équation de Boltzmann nous disait qu'on avait le terme de collision qui était égal à df sur dt, qui dépendait de R, de P et de T, plus un terme qui était en V, gradient R de F, plus un terme qui était en F, gradient P,
de F. Bon, là, jusque-là, ça ne mange pas de pain d'écrire ça. Alors, ce qu'on va écrire, c'est qu'on va commencer à faire un comptage de ce qui rentre et qui sort. Donc, on va faire un petit comptage manuel, ok, de ce qui rentre et de ce qui sort. Donc, on va dire que ce df sur dt, je peux l'écrire sous la forme r bar moins r. Et ce que j'écris, c'est que r bar, c'est le nombre de particules qui rentrent. Vous avez déjà défini. Pardon? Vous avez déjà défini. Ça, j'avais déjà fait la semaine dernière? Non, mais R bar et R. J'avais déjà défini. D'accord, ok, donc il est défini, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc je ne vais pas vous les redéfinir. Donc on efface. Et on va regarder ce que valent ces R bar et ces R. Donc on va commencer par lequel? On va commencer par le R. C'est le plus facile, le R. Donc, on va s'occuper du cas de R. Donc on va regarder une molécule qui est en R avec une impulsion P. Voilà, donc elle est tranquille, elle est en R avec son impulsion P. Et puis elle est frappée par une particule en R. Alors P1, celle-là, on va l'appeler. Avec une impulsion P2. Alors, elle est forcément en R, la deuxième particule est forcément en R, puisque R, donc je vous rappelle que c'est la position de la particule, l'interaction est forcément ponctuelle. Donc si elle vient taper la première particule, elle peut la taper qu'en R. La 1 est en R, donc la deuxième qui vient la taper, l'interaction est forcément en R aussi. Donc, pourquoi? Donc, le processus est le suivant. Je suis en R avec une impulsion P1 et je compte les particules qui vont être sorties de ce petit tube-là. Donc, elle vient avec une impulsion P2 et elle tape une particule. Donc, elle va être sortie de son carré de RP1 pour aller ailleurs. Donc, comment je vais compter le nombre de particules qui vont faire ça? Mais ça va vous rappeler des souvenirs que vous avez vus. De R. J'ai ma particule qui est ici. Là, c'est ma particule 1. Et en fait, celles qui vont lui taper dedans, elles sont dans un tube comme ça. Ce tube-là, il a une longueur V2 moins V1. Alors, je dis bien V2 moins V1 en vecteur. D'accord? Parce qu'après, on va intégrer sur les dp. Là, c'est bien V2 moins V1 en longueur. Donc ça, c'est un tube. Alors, c'est là qu'il y a un petit peu un comptage d'épicier qu'il faut faire. Donc là, c'est toutes les particules 2 qui sont là-dedans. Là, c'est mes particules 1. Et donc, mon comptage, il dit la chose suivante. Il dit que si je m'intéresse au flux incident, donc celui-là qui s'appelle I sigma de oméga d oméga dt, ben, si je regarde ce qu'il vaut, ce truc-là, eh bien, il vaut le tube, il vaut V2 moins V1. C'est le volume de mon tube. Ok. Ouais. Bien.
Donc on en était là. Donc il y a un sigma de oméga d oméga. Et un sigma de oméga d de oméga dt qui vient ici. Et puis il ne faut pas oublier le f de R de P2 dt. Pardon, T, pardon, excusez-moi. De T dP2. Donc les différents termes, c'est facile. Donc ce truc-là, c'est essentiellement le nombre de particules avec le dt. Sigma de oméga, c'est la surface efficace de collision. Et là, c'est le nombre de particules qui sont disponibles. Donc c'est F de R P2, ici, fois dP2. Donc c'est le nombre de particules qui sont disponibles pour faire la collision. Donc la probabilité d'avoir une particule P2 dP2. D'accord? Ça va devenir le nombre de particules. Donc c'est un comptage d'apothicaire, hein, ça c'est juste comme je vous ai marqué V1, V2 dt, ça vous fait cette longueur-là. Sigma de oméga, ça vous fait bien multiplié par surface efficace de collision, et ça je multiplie par le nombre de particules disponibles en P2. Si vous regardez les dimensions, normalement ça va bien. Ok. Alors, le problème, c'est que ça, vous avez regardé que pour une seule particule. Donc, pour compter toutes les particules. Parce que là, vous voyez, vous l'avez fait que pour une seule particule 1. Or, il faut faire ça le total de toutes les particules 1 qui peuvent être diffusées. Okay. Dans un volume F, dans un volume donné, si vous regardez le df sur dt collision, c'est le df sur dt pour toutes les particules dans une position donnée R. Donc il faut à nouveau intégrer ça sur tous les volumes 1. Donc vous arrivez au fait que le R dr dp, donc ça c'est le nombre total de particules qui vont être sorties. Et puis il y a un dt qui traîne aussi là. C'est égal à f de R P1 de t. Okay. Vous avez un dr dp1. Donc ça, c'est pour me ramener à l'ensemble des particules 1 desquelles je peux partir. Et puis je remets par l'ensemble des particules 2 sur lesquelles je peux partir. Donc j'ai une intégrale sur dp2, ici, sigma de oméga d oméga dt, ça ne bouge pas. J'ai un V2 moins V1, ça ne bouge pas, c'est le terme qu'on avait avant. D'accord, celui-là il ne change pas. Et j'ai un F de R P2 T, et j'ai ici mon dP2 que j'ai ramené devant mon intégrale. Ici, c'est un dP1. Attention, j'ai oublié de mettre l'indice là. Donc, ce qui est compliqué à comprendre dans ce truc-là, c'est que vous commencez par regarder une particule 1 et vous intégrez sur toutes les particules 2 qui peuvent venir percuter cette particule 1. Mais ensuite, vous devez à nouveau réintégrer sur toutes les particules 1 qui peuvent être percutées par les autres particules 2. Donc, c'est ça qu'un exercice qui est un petit peu compliqué. D'accord ? Parce que le df sur dt collision, il concerne toutes les particules. Alors maintenant, il y a un truc qu'on va faire, mais il faut faire attention qu'il y a ici quelque chose. C'est-à-dire, c'est un truc qu'on ne fait pas à la barbare. Il y a quand même des justifications pour le faire. C'est que si vous regardez cette intégrale-là, il y a des choses qui se simplifient. Mais il faut bien faire attention sur pourquoi on le simplifie. Si vous regardez bien, cette intégrale-là, elle porte sur deux termes. L'intégrale, elle porte sur dP2.
Et elle porte, que j'en ai oublié une ici, vous avez une autre intégrale qui porte ici sur... Vous avez une intégrale ici qui porte sur d oméga. D'accord ? Par contre, vous n'avez pas d'intégrale qui porte sur le temps, alors que j'en aurais dû avoir une parce que je l'ai oublié. Vous avez ici un temps que j'ai oublié. Par contre, les intégrales qui portent sur le temps, vous n'avez pas d'intégrale sur le temps et vous n'avez pas d'intégrale sur dp1. Ici, d'accord ? Vous avez intégré sur P2, ouais. Je l'avais mis le temps. Je l'avais mis, ok. Donc, je l'avais mis. Je ne sais pas où, mais je l'avais mis. Donc vous avez une intégrale sur dp2, vous avez une intégrale sur d oméga, mais vous n'avez pas d'intégrale sur le temps et vous n'avez pas d'intégrale sur dp1. Okay. Autrement dit, ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez le droit de simplifier le temps. Vous avez le droit de simplifier le dt ici. D'accord ? Et vous avez aussi le droit de simplifier sur le r ici. Parce que vous n'avez pas non plus d'intégrale sur l'espace ici. D'accord ? Par contre, vous n'avez pas le droit de simplifier sur les dp2 et sur le d oméga. Ça, vous êtes obligé de le garder. Parce que vous avez une intégrale sur les d oméga et une intégrale sur le dp2. Okay ? Donc, vous gardez finalement que le r, vous avez f de r de P1 et de T, et vous gardez une intégrale sur le dp2, une intégrale sur l'angle solide, et vous gardez un sigma de oméga, un V2 moins V1, et puis vous avez un F de R, de P2 et de T. Voilà. Ça, c'est pour la partie R qui nous intéresse. OK ? Donc, faire attention, c'est un peu... il faut essayer de jongler un peu dans l'esprit entre ce qu'on compte dans un sens, ce qu'on compte dans l'autre. Ouais. La première intégrale, vous avez dit qu'elle ne porte pas sur dp1. Si elle porte sur dp1. Non, elle porte sur dp2. Non, au-dessus du premier ligne. Là, première ou ça ? C'est la première ligne. Ouais, non, en dessous. Ouais, là. Ouais, ici. La première intégrale, elle porte sur quelle variable ? La première, vous en avez une qui porte sur d oméga et une qui porte sur dp2. Ah, d'accord, ok. Je vais vous la marquer si vous voulez en vert. Celle-là, hop, elle va là. Bon, donc ça, c'était le... C'était quoi déjà ? C'est passé au calcul de R bar. Donc le calcul de R bar, c'est le calcul, c'est les particules qui, ce coup-ci, vont rentrer dans l'espace, dans notre espace R P1 T. D'accord ? Donc c'est des particules au départ. Elles sont P'1, P'2. Et finalement, elles finissent dans P1, P2. Alors, le jeu, c'est qu'en fait, P2, on s'en fout.
Il va finir n'importe où. Mais le jeu, c'est qu'il y en a une des deux qui finit dans P1. D'accord? C'est ça notre jeu. Donc dans notre espace à 6 dimensions, si vous voulez, il y en a une des deux qui va finir là-dedans. On s'en fout de laquelle, il y en a une des deux qui finit là. Donc c'est pareil, on a un flux de particules. Donc on considère un flux de particules. Donc notre flux de particules, il a une vitesse V'2. V'2, ok, sur une molécule de vitesse V'1. Bon, de toute façon, on part de là, hein, parce que ça part toujours pareil. De vitesse V'. Ça, c'est toujours la même chose. Alors, le nombre de collisions, lui, on va l'écrire F de R, P'2 de T, dP'2, sigma prime d'oméga, d oméga, et puis V'1 moins V'2. Alors c'est là où il y a un truc qui est un peu compliqué, parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont cachés là-dedans, en fait, quand on fait ce calcul, et qu'on ne voit pas. C'est que là, on a calculé le nombre de molécules en P'2 qui vont venir taper dans V'1. Et alors, dans cette histoire, on ne voit pas du tout où c'est que ça finit dans P1. Parce que notre histoire de dire, mais finalement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle finisse dans P1, c'est complètement caché là-dedans. Alors, où c'est que c'est caché? C'est caché dans un endroit, en fait, c'est caché dans le sigma de oméga. D'accord? Parce que le sigma... Quand je vais lui mettre un prime, là, je lui ai mis un prime, d'ailleurs. Quand on avait ça, ici, on avait bien d'un côté le même dP1 ici et le même dP1 ici, parce que sur un peu de vos deux termes, vous voyez qu'ils se ressemblent pas mal, mais vous voyez intuitivement que c'est assez logique finalement qu'il y en ait un qui envoie d'un côté et l'autre qui rentre les particules et l'autre qui les sort. Au niveau de la structure des deux termes, ça se comprend finalement assez bien. D'accord. L'oméga qu'on est en train de regarder là, il a cette tête-là. Le sigma de oméga, il ne faut pas oublier que c'est un sigma de P'1, P'2, P1, P2. Donc en fait, c'est ici qu'est caché le fait que ça finit dans P1. D'accord? C'est ici qu'on impose le fait que ça finisse dans P1. Ça, c'est l'arrivée. Donc on impose ici que ça se finisse bien dans P1. Donc si je compte maintenant l'ensemble des particules qui vont rentrer dans P1, j'obtiens la chose suivante. J'obtiens que mon R bar, si je l'intègre sur toutes les particules, R bar dr dP1 dt, il faut que j'intègre tout ça. J'ai une intégrale sur le dP'2, ça c'est normal, c'est toutes mes molécules qui partent, qui arrivent sur la première. J'ai une intégrale sur la surface de collision, ça c'est normal. Encore une fois, je vous dis, c'est là-dedans qu'est caché mon P'1, donc je vais l'appeler sigma prime, comme ça on ne le confondra pas avec celui qu'on avait avant. Je vais continuer à mettre un prime pour qu'on sache bien que dedans, ce qui est caché, c'est pas le même que tout à l'heure. Donc là, j'ai un dt qui apparaît, évidemment. Et puis là, j'ai un V'1 moins V'2. Et puis là, j'ai un F de R
P'1 de T. Oh, il me fait chier ce truc. Putain, j'ai vraiment un problème. Dès que je le touche, il y a un faux contact là-dedans. Voilà, ça marche. Mais alors, ce à quoi il faut faire super attention ici, c'est que je fais apparaître un D P'1. Alors pourquoi ? Parce que là, je suis en train de sommer, vous voyez, sur l'ensemble des P'1 au départ. C'est-à-dire qu'une particule, elle part de P'1, P'2 pour venir se taper. Donc je somme sur tous les P'2 et les P'1 d'arrivée. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de finir, c'est ceux qui finissent en P1. Donc de ce côté-là, je compte bien l'ensemble des particules qui finissent dans le truc d'arrivée. Parce qu'au départ, ce qui m'intéresse, le premier terme, c'était ceux qui sortaient de ma boîte en P1. Et dans ce terme-là, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui rentrent dans la boîte en P1. Dans les deux cas, qu'à la fin, ce que je somme, c'est bien ce qui se passe dans la boîte en P1. Mais dans le cas, j'avais une sommation, comme ça partait de P1, je sommais aussi sur ce qui, de ce côté, dans le membre de droite, je sommais aussi sur P1. Maintenant, dans ce cas-là, comme ça part de P'1 et P'2, je somme sur ce qui part de P'1 dans le membre de droite. Je ne somme pas sur ce qui part de P1, je somme sur ce qui part de P'1. De ce côté-là, j'ai bien une somme sur P'1 qui apparaît ici. Et puis, il me reste toujours un F, ici, de R, P'2 et de T. Donc ça, c'est la petite complication ici, c'est qu'ici, maintenant, j'ai un DP'1. D'accord ? Donc il faut vous imaginer le processus de la façon suivante. Alors c'est un petit peu compliqué, mais vous avez ici la boîte qui est en 1. Bon, évidemment, on n'y voit rien, comme ça, je le fais autrement. Alors comment vous imaginez le processus ? Vous avez la boîte qui est ici en 1. Imaginez, c'est une boîte, d'accord ? Dans un premier temps, vous calculez ce qui en sort. Comme ça. Donc à la fin, le but, c'est toujours de compter. Vous allez toujours faire la somme sur cette boîte-là, que ce soit ce qui sort ou ce qui rentre, parce que c'est ça qui vous intéresse. D'accord ? Mais quand vous comptiez les processus qui faisaient sortir de la boîte, vous comptiez les processus qui se passaient dans la boîte au départ. Donc vous sommiez des processus qui se passaient dans la boîte, et à la fin, vous ressommiez sur toutes les boîtes. Donc vous aviez un terme qui sommait sur toutes les boîtes à gauche, un terme qui sommait sur les mêmes boîtes à droite. D'accord ? Alors que là, vous comptez les processus, maintenant, qui font rentrer dans la boîte. D'accord ? Donc d'un côté, vous comptez sur des sommes qui sont de ce côté-là, et à la fin, de l'autre côté, vous ressommez sur des boîtes qui sont ces boîtes-là. Ce qui fait que vous avez ici un DP'1, ça correspond à sommer là-dessus, et à la fin, vous ressommez sur DP1 qui consiste à compter toutes ces boîtes. Ce qui fait que vous ne pouvez plus simplifier le DP1 et le DP'1 qui sont ici. Ce n'est plus les mêmes. D'accord ? C'est pour ça que tout à l'heure, si les processus qu'on regardait, c'est ceux qui éjectaient à l'extérieur de P1, donc c'était bien une sommation à l'intérieur des P1, et à la fin, on ressommait sur les mêmes P1. Donc ça revenait bien au même. Ouais. Du coup, là, on n'intègre pas sur P'2, enfin P'1, pardon. Si, on intègre là, on va le garder le P'1. Ah non, mais on n'intègre pas, on garde juste le différentiel. On ne va pas la simplifier, la différentielle. D'accord ? Donc, à la fin, ce qui nous reste, hop là, à la fin, ce qui nous reste dans cette histoire, c'est qu'on a R. Alors, si vous simplifiez tout ce que vous pouvez simplifier, vous vous trouvez avec un R bar dP1, et celui-là, vous ne pouvez pas vous en débarrasser, d'accord, qui est égal à une intégrale sur dP'2 fois une intégrale sur d oméga sigma prime de oméga, et puis il vous reste tout le reste qui traîne, moins V'2, et puis il vous laisse un, alors F de R P'1 T, et puis là il vous reste un dP'1, donc c'est celui-là que vous êtes obligé de garder. Vous avez un F de R P'2 et T. Voilà. Et là, celui-là, vous ne pouvez pas aller tellement plus loin. Vous avez pas oublié un DR, non ? Si, c'est probable. C'est fort probable. Là, oui. Alors, on va quand même être sauvé par un certain nombre de choses.
On va quand même pouvoir s'en sortir justement à cause des propriétés de la micro-réversibilité. On va être sauvé par un certain nombre de choses qu'on a vues tout à l'heure. C'est qu'on a vu d'abord que sigma prime de oméga est égal à sigma de oméga. Ça, c'est la micro-réversibilité qui nous le donne. La deuxième chose, c'est que vous avez V1 moins V2 est égal à V'1 moins V'2. Ça va aussi. La troisième chose, là, il faut faire gaffe, c'est que vous avez un truc qui marche, mais qui n'est pas complètement évident. C'est que vous avez dp1, dp2, qui est égal à dp'1, dp'2. Alors ça, c'est pas complètement trivial. Ça vient du fait que quand le premier cours, quand on avait regardé les chocs de collision comme ça, quand vous avez des chocs, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous développez P1 plus P2 est égal à P'1 plus P'2. Quand vous le développez, vous arrivez à un moment que P1, P2 égale P'1, P'2, un produit scalaire. Donc ça vous donne bien ça, cette relation-là. Mais c'est pas quelque chose d'évident. C'est-à-dire que vous n'avez pas dp1 égale dp'1. D'accord, vous avez bien dp1, dp2 égale dp'1, dp'2. D'accord, si vous regardez le premier truc, quand vous avez des particules de même masse, vous arrivez à ce bazar. D'accord. Et c'est bien dp1, dp2 égale dp'1, dp'2. C'est pas dp1 égale dp'1 et dp2 égale dp'2. C'est bien le produit qui est le même. D'accord. Donc si vous remettez tout ça ensemble et que vous le réinjectez là-dedans, vous arrivez à R bar dp1. Pour le coup, vous allez avoir l'intégrale. Alors là, quand vous avez un terme dp'1, excusez-moi, j'ai oublié mon prime ici, dp'1, dp'2, vous allez pouvoir l'écrire dp2. On va repartir en dp2. Vous avez une intégrale de d oméga et vous allez repartir en sigma de oméga à cause de la micro-réversibilité. Vous allez partir, là j'avais les primes, ils étaient complètement cachés. J'écris tellement mal, les primes, on ne les voyait pas là. Là, vous allez repartir en V1 moins V2. D'accord. Puis là, par contre, vous êtes obligé de garder quand même les fonctions de distribution. Elles vont garder f de R de P'1 de T. Là, vous avez un dp1 pour le coup qui arrive. Et puis vous avez un f de R de P2, P'2 et de T. Okay. Alors là, du coup, ça s'arrange. Puisque pour le coup, là, vous pouvez sortir votre dp1 qui est là. OK. Alors, je vais peut-être sauter de page, derrière vous avez du mal à voir en bas, c'est ça. Vous arrivez à voir le bas de l'écran ou ça. Donc à la fin, ça vous donne simplement, pour le R bar, il vous reste un terme qui vaut une intégrale sur dp2, de l'intégrale, il vous reste l'intégrale sur sigma de oméga d oméga, et puis il vous reste simplement V1 moins V2, f de R P'1 T, f de R P'2 T. Voilà. Donc on a trouvé comment exprimer les deux. Bon, maintenant il suffit de tout remettre tout ça ensemble et ça va le faire. Alors, donc je vous rappelle qu'en fait, là-dedans, ce qui se passe, c'est que vous faites... Alors, comment ça marche, ce truc-là? Où c'est qu'on retrouve nos petits? Il ne faut pas oublier quand même qu'on est en train de regarder des trucs qui envoient une particule en P1, et c'est pas forcément trivial de le voir dans cette intégrale-là. Mais en fait, si, ça se voit assez bien, parce que vous avez un truc qui est en P'1, vous avez un truc en P'2, donc ça, c'est le truc de départ de l'action, d'accord? Vous avez un truc vous intégrez ici en P2 et vous voyez que P1 est fixé.
C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas d'intégrale sur P1. C'est-à-dire qu'en fait, vous intégrez sur... Vous faites tout varier, P1, P'1, P'2 et P2, et en fait, V1 est fixé. Donc, vous voyez, le seul qui apparaît là, c'est V1. Parce qu'en fait, vous envoyez tout dans V1. C'est pour ça que ce truc-là, il apparaît seulement ici, le V1. D'accord? Physiquement, c'est ce qui se passe, en fait. Vous avez une intégrale là, et puis ça finit tout dans V1. D'accord? Et les oméga, sigma de oméga, c'est les mêmes des deux côtés à cause de la micro-réversibilité. D'accord? Donc, si vous regardez la structure... Bon, bah, écoutez, dans la joie et la bonne humeur, on va mettre tout ça ensemble. Et si vous faites la somme de tout ça, vous allez trouver pour le terme de collision par ma fonction de partition, un truc, donc je vous rappelle, qui est R bar moins R. D'accord. Vous allez trouver, alors il vous restera toujours une intégrale sur dp2, hein, ça c'est normal. Celle-là, elle sera toujours là. Il va toujours vous rester une intégrale sur l'angle solide. Hein. Donc le fait que vous puissiez factoriser, ça c'est la micro-réversibilité. L'angle solide est pareil dans un sens et dans l'autre. Donc il n'y a pas de problème, ça marche. Il va vous rester un V1 moins V2. Ça c'est logique, c'est aussi la différence des vitesses entre les particules. Donc j'ai une intégrale sur la différence de vitesse entre les particules. Ça c'est assez logique aussi. Et puis alors là, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai ici mes fonctions de distribution qui apparaissent. J'ai F'1, F'2 moins F1, F2. D'accord? Et voilà, j'ai gagné. J'ai ici mon équation la solution de mon df sur dt de mon intégrale de collision. Bon, donc jusque-là, on est content. Bon. Alors, le petit problème qu'on a quand même quand on fait ça, alors on peut le remettre complètement dans l'équation de Boltzmann. Et on va obtenir un truc qui va nous donner tout ce qu'on veut. Donc là, il y a une notation quand même, donc vous voyez ça, F'1 c'est F de P'1, F'2 c'est F de P'2, moins F1, F2, etc. Donc c'est simplement les P' avant, il y a le choc, etc. Donc vous avez une intégrale sur P2. Bon, on va remettre ça dans l'équation de Boltzmann et vous allez obtenir directement une forme de l'équation de Boltzmann dans l'approximation de temps de relaxation. Vous avez D de F sur dt plus V gradient R de F plus F gradient P de F est égal à l'intégrale sur dp2, l'intégrale sur d oméga sigma de oméga de V2 moins V1 facteur de F'1 F'2 moins F1 F2. Voilà. Voilà Boltzmann exprimé dans l'approximation du temps de relaxation. Alors vous me direz, ce qui est marrant dans ce cours-là, c'est qu'en fait, pour l'instant, on n'a pas trouvé F. On tourne en rond avec, mais bon. Pour l'instant, c'est assez formel. F par rapport à F1 et F2, vous pouvez préciser ce que ça représente?
Non, mais F1, F2, c'est simplement... c'est la même fonction, simplement. C'est simplement... Vous avez F ici, c'est F fixé à un paramètre particulier, mais vous avez une intégrale, là. Ah, F1, on fixe P2. Alors, ok. C'est la même. C'est la fonction de distribution, simplement. C'est celle qu'on cherche, en fait. Alors, bon, évidemment, si vous savez résoudre ça, vous avez gagné. Bon, c'est pas forcément évident. Alors, on peut faire des petites remarques quand même qui sont intéressantes sur cette équation. Alors, quelle remarque on peut faire? Un truc marrant, très intéressant. Premièrement, on va faire T. On va faire T. On va faire T devient moins T. Alors, si vous inversez le temps, vous pouvez regarder ce qui se passe. Alors, si vous faites T devient moins T, vous avez premièrement df sur dt. Vous avez df sur dt qui devient moins df sur dt. Bon, ça, c'est pas un scoop. Vous avez v qui devient moins v. Et puis, vous avez gradient p qui devient moins gradient p. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça, c'est une première chose. Donc le terme de droite. Donc le terme de droite, le terme de gauche, pardon, je sais plus ma droite et ma gauche. Le terme de gauche, eh bien, il change de signe. D'accord? Par contre, il faut faire attention à une chose, c'est que mais l'intégrale sur dp2 ne change pas de signe. Alors, pourquoi? Parce que quand vous intégrez... Par exemple, dp2 change de signe. Si je fais plus t égale moins t, comme c'est une vitesse, ça change de signe. Dans la mesure où j'intègre sur tout l'espace, que j'intègre d'abord comme ça ou d'abord comme ça change rien. Je vais le faire sur tout l'espace à la fin. En gros, si je change à droite ou à gauche, ça change que dalle. Okay, donc quand j'intègre sur tout l'espace, ça ne change pas de signe intégral. Donc, le membre de droite ne change pas de signe. Voilà. Donc finalement, cette équation-là, vous voyez que l'équation n'est pas invariante par renversement du sens du temps. On ne peut pas remonter dans le temps, ce qui est bien triste. Mais ça veut dire que quand vous allez commencer à faire évoluer votre truc, même si vous faites remonter dans le temps, vous ne revenez pas au même endroit. Donc c'est irréversible. Autrement dit, si vous avez pris un gaz d'électrons, vous mettez l'énergie dedans, vous laissez relaxer, il ne reviendra jamais tout seul comme il était avant. Parce que l'équation est irréversible. D'accord ? Même si vous remontez dans le temps, il ne va jamais se remettre à être excité. Il va continuer à évoluer vers une position comme ça. Bon, ce qui est assez logique, finalement. Il ne va pas se réchauffer tout seul. Même si vous faites passer le temps dans le sens, il continuera à se refroidir. D'accord. Donc ça c'est les trucs que vous me connaissez en thermo, si vous voulez, mais vous le retrouvez là. La micro-réversibilité, elle vous dit qu'au niveau microscopique, c'est bien réversible. Par contre, quand vous le mettez au niveau macroscopique, c'est pas au niveau de la section efficace que la non-réversibilité arrive. Par contre, c'est au niveau où, en fait, elle apparaît au niveau des fonctions de distribution et des choses comme ça. Ça fait que ça devient irréversible à cet endroit-là. Et là, l'équation, elle est clairement, elle n'est pas invariante par renversement du sens du temps. Donc là, vous allez avoir un souci.
Alors, il y a aussi une chose qui rend les choses irréversibles dedans. C'est une hypothèse fondamentale qu'on a faite, vous avez peut-être oublié, c'est qu'on a dit qu'il n'y avait pas de corrélation entre ce qui se passait avant et après. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est arrivée, qu'elle est repartie, les deux particules, elles se souviennent de rien. D'accord ? C'est-à-dire qu'elles ne sont pas corrélées. C'est pas elles et elles qui arrivent, poum, et qui repartent. Elles n'ont pas de nom, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas machin qui rentre dans machin, c'est elles qui rentrent dans elles, et après elles ne se souviennent plus d'où elles sont. C'est qu'au bout d'un certain nombre de chocs, elles ont complètement oublié, elles n'ont pas de mémoire, si vous voulez. Donc elles ne peuvent pas revenir, elles ne se connaissent pas, elles ne peuvent pas revenir de façon déterministe. Si on avait des corrélations, si on avait introduit des corrélations entre particules, on pourrait les marquer, si vous voulez. Et à ce moment-là, on pourrait produire des choses qui sont déterministes et qui sont, déterministes, qui sont réversibles, si vous voulez. Là, dans un système, vous n'avez aucune corrélation entre les trajectoires. Donc vous n'êtes pas du tout déterministe, vous ne savez plus où elles sont, vos particules. Sinon, ça veut dire que vous pourriez les marquer et regarder où elles sont. À un moment, on a dit qu'on n'a pas de corrélation entre les particules. Donc on somme sur toutes les particules de façon indiscernable. Okay. Sinon, on n'aurait pas pu faire un traitement statistique. C'est-à-dire que si vous introduisez des corrélations entre les particules, le calcul qu'on fait est faux. Parce qu'à un moment, on somme brutalement sur toutes les particules, sur tous les P1, tous les P2. Si on fait ça, ça veut dire qu'on a un traitement statistique des particules, donc elles sont indiscernables pour nous. Okay. Si on introduit des corrélations entre les particules, elles ne sont pas indiscernables. Parce que je sais que c'est machine qui rentre dans machine. Et donc notre traitement il devient faux. Donc à partir du moment où on fait un traitement de ce type-là, c'est qu'on dit qu'elles sont indiscernables. Donc le fait qu'elles soient indiscernables nous introduit cette irréversibilité dans le truc. Okay. Bien, donc on va maintenant regarder ce qu'on peut calculer comme coefficient de transport avec ce bazar. Okay. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer comme petit truc marrant avant de commencer ça ? Ça, on va le faire ou pas ? Ah ouais, je voulais vous faire un petit truc marrant. On va commencer par ça. Alors, on va regarder un peu, quand même, dans un gaz, par exemple, pour avoir un ordre de grandeur, combien de fois une molécule, ça se tape entre elles dans un gaz, dans un solide. Ça, c'est un truc, souvent, on n'a pas d'ordre de grandeur. Et c'est intéressant de se poser la question. En fait, ça se tape dedans souvent, plus souvent qu'on ne le pense. Allons-y. Donc, on va commencer à calculer quelques coefficients de transport. Vous êtes muet parce que vous ne comprenez rien, que c'est complètement flou, ou si vous dormez. Non. Non. Ou alors je ne fais pas de faute, ce qui serait étonnant quand même. D'habitude, il y en a toujours un qui veille aux fautes de calcul. Non, là, ne me dites pas qu'il n'y en a pas, c'est pas possible. Hein ? Hein, c'est grand 3, vous dites ? Mais le grand 3, alors. Comme ça, on va mettre. Voilà. Alors. Vous êtes combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vous n'avez jamais été aussi nombreux. Ah oui, je vous parle de l'examen aussi. Tiens, ça fait un truc où j'en parle. Il me ferait penser, je m'arrêterai un petit peu avant. Ouais, parce qu'on va faire du contrôle continu pour cet examen-là. Ce sera plus cool. Donc, les coefficients de transport. Donc, vous savez ce que c'est qu'un coefficient de transport. Je mets une tension, je regarde le courant qui passe, je mets de la température, je regarde la chaleur qui passe, je mets ce que vous voulez. Alors, en fait, ces coefficients de transport, on pourrait les calculer de façon extrêmement générale. Et il y a des tas de relations entre eux. On appelle la relation de Sager, alors c'est très marrant. On va se contenter de le faire pédestrement pour calculer la réponse courant électrique. On va quand même regarder un ordre de grandeur un petit peu de ce qui se passe. Alors, un ordre de grandeur... on va regarder l'intervalle de temps entre deux collisions. Non, c'est ça que j'avais dit. Ou la distance entre deux collisions. Qu'est-ce que j'ai fait comme calcul ? La distance entre deux collisions. Alors, ce qu'on appelle l'hypercourt moyen.
souvent vous verrez ce terme-là. Enfin, il faut se méfier parce que l'hypercourt moyen, chacun n'entend pas la même chose dans l'hypercourt moyen. Mais... Donc, qu'est-ce que j'avais pris comme exemple ? Ouais, si vous avez une densité de particules, si vous avez n qui est la densité de particules, et puis vous avez sigma qui est la surface efficace de collision de chaque particule. Bon, ce que vous pouvez dire, c'est que le lit parcours moyen, qu'on va appeler L, essentiellement, c'est 1 sur 1 sur n fois sigma. Alors, comment vous trouvez cette relation ? En fait, alors, la dimension de sigma, c'est en mètres carrés. D'accord ? La densité de particules, c'est en mètres moins 3. Donc, si vous faites n fois sigma, vous trouvez un truc en mètres moins 1. Donc, 1 sur n fois sigma, c'est bien proportionnel à des mètres. D'accord ? Donc, ça vous donne bien un truc qui est le lit parcours moyen. Bon. Donc, en gros, si vous voulez, vous imaginez que vous êtes dans un gaz, par exemple. Chaque molécule, elle porte un petit bouclier, si vous voulez, avec elle. Elle se déplace. Et en gros, vous êtes en train de vous déplacer entre toutes ces petites molécules qui ont un petit bouclier. Et en gros, combien de temps vous allez bouger elles occupent toute cette surface-là. Et combien de temps vous allez vous déplacer en tapant dans un de ces boucliers. Donc, cette longueur-là, c'est donné par ça. Donc, on va prendre pour un gaz. On va prendre l'exemple pour un gaz. L'angle n'est pas lié à temps de vie par corps que vous avez défini avant. Si, il est lié à ça, mais ça dépend. Dans un métal, c'est le temps. Enfin, ça dépend ce que vous appelez le temps de vie. C'est-à-dire que vous avez différents temps, parce que vous avez deux temps de vie. Vous avez le temps. Le problème dans un métal, vous avez la longueur élastique et inélastique. C'est pas la même. C'est-à-dire que le temps de vie d'une particule, c'est essentiellement son temps de vie inélastique, c'est-à-dire le temps qui garde la même énergie sur son niveau. Et vous avez le temps de vie inélastique. Par exemple, s'il rentre dans un phonon et qu'il échange de l'énergie, là, effectivement, il change, ça limite le temps de vie de l'énergie. Donc, c'est celui qui va faire un élargissement de niveau. Tant que vous avez des chocs élastiques, ça ne va pas perturber son niveau quantique, si vous voulez. Donc, la largeur du niveau d'énergie, elle est limitée par les collisions inélastiques, par les collisions sur les phonons. C'est ça qui est très embêtant en physique du fluide, parce que je vous dis, il y a plusieurs définitions. Le lit parcours moyen, si par exemple, vous prenez un système très froid, ce que je fais un petit peu, système métallique très froid, donc là, vous avez très peu de phonons, votre électron, il se promène sur le truc, il va taper comme un billard. Mais tant qu'il n'échange pas d'énergie, c'est pas grave. D'un point de vue de la mécanique quantique, il garde sa phase, il garde tout, il est parfaitement cohérent, ça ne gêne pas. Par contre, s'il tape un phonon, là, ça change tout. Alors, vous avez un argument très simple pour ça, c'est que votre électron est sur un état propre de son Hamiltonien, d'accord ? Donc, il a une énergie propre, et il continue. À partir du moment où il échange de l'énergie, d'accord, vous n'êtes plus sur la même énergie propre, donc vous n'êtes plus sur la même fonction d'onde. D'accord ? Parce qu'une fonction d'onde, c'est une énergie propre. Si vous changez cette énergie propre, vous n'êtes plus sur la même fonction d'onde. Donc vous avez une perte de cohérence, vous n'êtes plus sur le même niveau. Donc le temps de vie du niveau, il est donné essentiellement par les chocs inélastiques. Les chocs élastiques, ils ne vont pas changer le temps de vie. Ça, c'est pas la longueur de cohérence. La longueur de cohérence, ça est donnée aussi par la longueur inélastique.
essentiellement. Il y a des cas où c'est un peu compliqué, mais essentiellement, c'est un Longueur élastique qui lui donne le temps de cohérence. Donc pour un gaz, on va faire quoi? Eh ben, on va dire que... Allez, on va faire la formule qui tue. On va dire que PV égale nRT. Donc on va dire que N, c'est égal le PV sur RT. Donc ça fait, allez, P c'est 10 puissance 5. On va prendre un volume de 1. Ouais. Faut multiplier par le nombre d'Avogadro quand même, parce que sinon il y a problème de... Faut trouver, parce que tout ça c'est donné en moles, hein, sinon. Donc on va dire que R ça vaut 8 et que T ça vaut 300. Ce ne sera pas trop faux. Et vous trouvez que vous avez 2,5 10 puissance 25 molécules par mètre cube. Ce qui est pas mal quand même. On a déjà pas mal de molécules par mètre cube. Alors, la section efficace de collision. Section efficace de collision, on va dire, alors ça je sais pas d'où ça sort comme formule, j'ai trouvé ça. C'est pi à carré avec A, c'est le rayon moléculaire. Je sais pas d'où ça sort ça, honnêtement, j'ai trouvé ça, mais je peux pas vous dire d'où ça sort. Et le rayon moléculaire, c'est typiquement 10-10 mètres. Donc ça se comprend assez bien par contre. Donc si vous mettez tout ça qui va bien ensemble, vous trouvez un libre parcours moyen qui est de l'ordre de 300 nanomètres. Alors c'est petit, ça fait quand même, ouais, c'est pas ça. En fait, dans l'air, on a l'impression que c'est très dilué. Ça, c'est typiquement ce que vous trouvez dans l'air. Dans l'air, c'est très dilué, mais finalement, les chocs moléculaires sont quand même très probables. C'est pour ça que vous avez, ils se rendent quand même très souvent. Alors, si vous prenez une vitesse qui est celle des atomes dans l'air à peu près, de alors 5 10 puissance 2 assis. Bon, c'est la vitesse du son, hein, typiquement. Vous trouvez un taux qui est de l'ordre de 500 picosecondes, typiquement. Voilà, ça c'est les ordres de grandeur dans un gaz. Bon, il a un choc tous les 300 nanomètres et puis tous les 500 picosecondes. Okay. Dans un gaz normal, un gaz à température ambiante, condition normale. Alors, dans un solide, c'est pas la même soupe. Parce que dans un solide, alors déjà, le volume molaire d'un solide, c'est pas du tout la même chose parce que vous savez, vous vous rappelez quand vous étiez petit, on vous a appris ça. Une mole de gaz, ça occupe quoi comme volume? Vous vous rappelez de cette formule magique, non? Il n'y a personne qui s'en rappelle. Une mole de gaz, ça fait 22 litres. Est-ce que vous savez à peu près une mole de métal, combien ça fait en volume? Non? Enfin, à peu près 1 centimètre cube, quoi. C'est même moins que ça, en fait. Mais bon, une petite bille d'un centimètre. Une petite boule d'un centimètre de rayon. Enfin, un centimètre. Ouais, une petite bille, un dé, quoi. Un dé d'un centimètre cube, ça fait une mole de métal, à peu près. Donc, vous voyez le rapport de densité dans le milieu du truc. Déjà, un solide, c'est quand même un métal, c'est beaucoup plus dense. Et alors, là-dedans, vous avez le taux de collision dans un solide. Le taux, vous allez trouver quelque chose qui est plutôt du temps de la picoseconde. D'accord, typiquement. La distance entre atomes dans un métal, vous mettriez combien, vous, comme ça, la distance interatomique, c'est combien? Vous n'avez pas d'ordre de grille en tête? Ouais, c'est l'angstrom. Putain, c'est l'angstrom. Donc vous allez avoir, je dirais, des temps de collision. Alors à l'ambiante, hein, c'est toujours pareil, mais des L. À l'ambiante, le temps élastique, inélastique, ça c'est à peu près les mêmes. Hein, à l'ambiante. De toute façon, il y a quasiment que des chocs inélastiques. Vous allez avoir quelques angstroms en fait à l'ambiante.
Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur, hein, parce que vous avez perdu typiquement un facteur, vous avez perdu un facteur 100 sur les temps de diffusion. Ils vont vite, hein, dans les métaux, les électrons ils vont vite, hein, parce que vous savez à quelle vitesse ça va un électron dans un métal? Non. Est-ce que vous savez l'énergie d'un électron dans un métal? Vous savez combien c'est? L'énergie de Fermi, vous savez pas combien c'est? À peu près, non? Ni en quelle unité, non? Dans n'importe quelle unité, vous ne savez pas. Hein? Ouais, typiquement, c'est l'électron-volt. L'énergie de Fermi dans un métal, ça fait 10 000 Kelvin. Alors, un électron dans un métal, il va typiquement à 10 puissance 7 mètres par seconde. Il va à un dixième de la vitesse de la lumière. Ça pédale, hein, quand même. Hein, c'est pas dans un smicron, ça va beaucoup plus lentement, parce que c'est beaucoup moins dense, un smicron. Mais dans un métal, vous êtes à 10 puissance 7 mètres par seconde. Dans le synchrotron, ils sont à 10% de la vitesse de la lumière. Non, moins que ça, ils sont à 1% de la vitesse de la lumière. Donc un électron dans un métal, il est limite d'être relativiste. Et donc ça pédale quand même très très vite, hein, dans un métal. Et donc il prend des chocs très très vite, en fait. Alors à basse température, ça va mieux quand même. À basse température, vous pouvez avoir des parcours élastiques dans des trucs qui sont très très propres. Vous arrivez à plusieurs nanomètres facilement. Dans des métaux très purs, même des semi-conducteurs très purs, vous pouvez avoir des longueurs qui sont très 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 grandes. Des longueurs balistiques qui peuvent atteindre le micromètre. Enfin ça, c'est des cas extrêmement particuliers. Donc, mais ça reste des exploits quand même. Mais à température ambiante, un métal, un électron, il passe son temps à rentrer dans des fous noirs, à rentrer dans tout. En fait, c'est pas du tout. L'image que vous avez de l'électron qui se propage gentiment, c'est pas du tout vrai. Il tape dedans partout. Toutes les picosecondes, il se prend quelque chose. En gros. Voilà. De toute façon, il suffit de faire le calcul. Une picoseconde fois, je sais pas, 10 puissance 7, ça vous fait quoi? 10 moins 12 fois 10 puissance 7, je sais pas, ça vous fait 10 moins combien ça? Je sais même plus. Ça va faire de l'enregistrement. Bon, donc voilà, les ordres de grandeur, ils sont là. Donc retenez-les. Dans un gaz, vous avez typiquement 300 nanomètres et une centaine de picosecondes du parcours. Puis dans un métal, ce qui vous concernera plus pour vos études, vous êtes dans la picoseconde. Et des énergies de Fermi qui sont quand même dans les V. Ça, c'est important à retenir pour vous. Hein, parce que ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans tout ce que vous ferez dans les métaux, l'énergie de Fermi, c'est toujours énorme. Très très grande l'énergie de Fermi. Donc tout ce que vous ferez, c'est toujours, enfin, sauf des cas particuliers, certains d'entre vous se dirigent vers des choses un peu pathologiques, mais sinon, c'est toujours la plus grande des énergies de tout ce que vous regardez, l'énergie de Fermi. D'accord. Même ceux qui font de la supra, vous apercevrez que ce qui se passe, là, les énergies de condensation autour du niveau de Fermi, c'est des énergies toutes petites par rapport à l'énergie de Fermi. Tout ça, c'est toujours des énergies très très petites. D'accord. Donc là, quand on regarde du transport, en fait, ce qu'on va regarder, c'est des trucs qui ont chacune une énergie de Fermi, c'est tout ce qu'on fait. Hein, d'accord. Tout ce qu'on va regarder là, c'est vraiment que dalle. Donc retenez un peu l'énergie de Fermi quand même. Bien. Donc on va continuer. On va peut-être s'arrêter là, je vous ferai la suite après. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire pour l'examen. D'accord. Donc, alors,